Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Je commencerai par les actualités du ministère et le focus thématique portera cette semaine sur les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace. Et à ce titre, nous accueillons le colonel Yann Mallard, porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace, que vous connaissez bien, et le lieutenant Colline, historienne au Centre d'études stratégiques aérospatiales. Ils évoqueront l'histoire de l'armée de l'air ainsi que ses évolutions capacitaires et stratégiques. Ils vous présenteront également le programme des cérémonies d'aujourd'hui et de demain. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, fera le point sur les opérations militaires françaises. Donc je débute les actualités avec un exercice de préparation opérationnelle des forces. Depuis le 17 juin et jusqu'à demain, la Marine nationale organise l'exercice Ocean Heat depuis la base d'aéronautique navale de Landivisiau. Pendant 2 semaines, les unités de la Marine nationale s'entraînent dans le cadre d'un scénario d'entrée en premier. Pour information, l'entrée en premier consiste à projeter des éléments sur un théâtre sans pouvoir y être accueillis par une force amie ou alliés afin de faciliter l'arrivée d'un deuxième échelon de force. Cette action vise à sécuriser une zone d'intérêt en milieu hostile et les moyens aériens engagés par la Marine nationale dans Ocean Heat comptent des Rafales marines, un avion de guet aérien embarqué E2C OK, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et des hélicoptères Caïman, Marine et Panthère. L'armée de l'air et de l'espace s'est associée à cet exercice avec notamment un avion de détection et de commandement E3F et un ravitailleur A330 MRTT. S'agissant des moyens de surface, la frégate multimission Normandie a participé à cet exercice afin de simuler la force à la mer. Cet exercice interarmé est également un exercice interallié grâce à la participation d'unités grecques et britanniques. Ocean Heat est l'occasion de renforcer les liens avec nos alliés et de conforter notre interopérabilité dans le cadre d'opérations d'envergure sur et au-dessus de la mer dans un contexte international durci. Au cours de l'exercice, des tirs réels de munitions ont été conduits contre les menaces aériennes et de surface. Aujourd'hui, la Marine nationale et Armateurs de France organisent un forum portant sur les questions de sûreté et de coopération maritime internationale au plateau des Capucins à Brest. À cette occasion, près de 200 participants français et étrangers seront réunis, parmi eux des représentants de la Marine nationale, des armateurs français et le commandant de l'opération européenne EUNAVFOR Aspides. L'ensemble des océans et les principales zones maritimes sont représentés lors de 3 tables rondes qui porteront sur la liberté de navigation dans un contexte dégradé, la coopération maritime et le partage d'informations et la protection des marins. En parallèle de cet événement, un exercice annuel de coopération et de partage d'informations, Bellboy, a lieu du 17 au 28 juin. L'exercice est organisé par la France au sein du MICA Center. Jeudi prochain, le 4 juillet, se tiendra la remise des prix photos et vidéos de l'armée de terre à l'Hôtel national des Invalides. Véritable rendez-vous annuel. Les prix Vermeil et Schoendorfer visent à promouvoir le travail des photographes professionnels, issus ou non du ministère des Armées, qui mettent en valeur sur le terrain l'engagement des hommes et des femmes de l'armée de terre au service de la France et de nos concitoyens. Placé sous le patronage du chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, le jury est composé de journalistes et de militaires, parmi lesquels figure notamment le directeur de la galerie Polka ou encore la directrice du service photo de l'AFP. Et j'invite les médias qui sont intéressés à se rapprocher du CIRPATER. Je poursuis avec 2 actualités en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques 2024. À moins d'1 mois de la cérémonie d'ouverture, le ministère des Armées félicite les 67 athlètes et para-athlètes issus de l'armée de champions qui sont sélectionnés pour participer au JOP 2024. Cette sélection illustre l'engagement historique du ministère des Armées en faveur du sport de haut niveau. Les 57 athlètes et 10 para-athlètes concourront dans près de 20 disciplines et parmi eux, plusieurs ont déjà été médaillés lors des Jeux olympiques de Tokyo de 2021. Ces athlètes constituent une véritable chance de médaille pour la France
et le ministère leur apporte son soutien et leur souhaite toute la réussite qu'ils méritent. Outre leur engagement sportif, les armées seront pleinement impliquées dans la sécurisation des Jeux Olympiques. Et samedi 29 juin à 17h, sur la place d'honneur du site de Brétigny-sur-Orge, se tiendra la cérémonie de création du bataillon logistique Batlog, Alexis Vastine en hommage au boxeur médaillé olympique du même nom. La cérémonie sera présidée par le général adjoint engagement du gouverneur militaire de Paris, Éric Chassebeuf, et le bataillon sera composé de soldats des 516e et 503e régiments du train, du 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, du 8e régiment du matériel et du 41e régiment de transmission. Ce bataillon sera opérationnel jusqu'en septembre 2024 pour assurer diverses missions logistiques et de sécurité dans le cadre des Jeux Olympiques de cette année. Des missions telles que le renfort aux forces de sécurité intérieure dans le cadre d'escorte de personnes et de délégations, le transport de matériel spécifique et la reconnaissance et la surveillance des réseaux de manœuvres militaires et olympiques. Avant de passer au focus thématique, je vous signale le début des répétitions du 14 juillet. Le 3 juillet prochain, une répétition générale du défilé aérien aura lieu sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Et ce moment essentiel pour la préparation des équipages offrira un aperçu grandeur nature du défilé aérien auquel participera une soixantaine d'aéronefs. Et si vous souhaitez y participer, je vous encourage à vous rapprocher d'ici ce soir du CIRPA Air et Espace. Je passe maintenant au focus thématique dédié cette semaine au 90e anniversaire de l'Armée de l'air et de l'espace. Créée en 1934, l'Armée de l'air et de l'espace compte parmi ses rangs plus de 40 000 aviateurs d'active, près de 6 000 réservistes et 5 400 civils de la défense. Ces aviateurs remplissent les 3 missions permanentes de l'Armée de l'air et de l'espace visant à assurer la défense du territoire et des citoyens. La première d'entre elles, c'est protéger. L'Armée de l'air et de l'espace protège les airs à travers la posture permanente de sûreté aérienne. Elle protège également l'espace via sa mission de surveillance spatiale. Enfin, elle protège le sol en participant notamment à la protection des sites sensibles. La deuxième mission permanente, c'est dissuader, avec la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire qui contribue à la préservation des intérêts vitaux de la France. Enfin, la troisième mission majeure, intervenir, qui repose sur sa capacité de projection rapide, à la fois pour porter assistance aux populations ou bien pour intervenir sur des théâtres d'opération. Pour rendre hommage à ces 90 ans d'engagement depuis aujourd'hui et jusqu'à demain, l'Armée de l'air et de l'espace organise une série d'événements à Versailles, lieu éminemment symbolique, puisque la petite écurie du château de Versailles a accueilli la première école de l'air en 1935. Et je ne vous en dis pas plus, je laisse la parole au colonel Mallard et au lieutenant Colline qui vous présenteront plus en détail ce 90e anniversaire. C'est à vous. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet anniversaire, cette commémoration. Alors l'anniversaire, c'est une belle occasion de se réunir, un moment de partage, de convivialité, un moment de pause, où on s'arrête également, on regarde l'histoire de notre institution, jeune, mais pourtant si riche. Une institution qui doit beaucoup à ses anciens, à ses pionniers, si ce n'est tout. Les aviateurs qui continuent d'être au rendez-vous des opérations, aux côtés de leurs frères d'armes, terriens, marins, comme ce point presse vous le fait partager chaque semaine. Je suis le colonel Mallard, porte-parole de l'Armée de l'air et de l'espace. Je suis accompagné de ce jour de la jeune, mais non moins talentueuse, lieutenant Colline Villain, du Centre d'études stratégiques aérospatiales, qui va nous parler d'histoire. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir quelques images pour nous plonger dans cet univers historique. Vidéo, s'il vous plaît. Officiellement en 1934, l'armée de l'air voit le jour aux petites écuries à Versailles. Mais son véritable baptême s'est déroulé dans les tourments de la Première Guerre mondiale, à peine quelques années après la tentative de Clément Ader du premier vol motorisé d'un appareil, plus lourd que l'air,
l'avion. Ce nouvel outil révéla rapidement des capacités insoupçonnées, et des pilotes intrépides se dressèrent en héros au-dessus des lignes de front, avec une bravoure admirable. Parmi eux, des légendes émergèrent, avec des figures comme Guynemer, dont l'esprit incarna l'essence même du courage. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné, clamait-il, devenant un symbole vivant de la détermination inébranlable de ces nouveaux combattants du ciel qui avaient déjà tout imaginé. Reconnaissance, bombardement, combat aérien, maîtrise du ciel. Ningesser, Fonck, Madon, Boyau, Coiffard et tant d'autres, les exploits légendaires de ces as devinrent des récits immortels, gravés dans la mémoire collective, symbole éternel de la grandeur et du sacrifice. Et l'esprit courageux et audacieux habite encore aujourd'hui tous les aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace, qui, dans le sillage de ces pionniers, poursuivent leur quête d'innovation et d'excellence, portant haut dans le ciel et l'espace les couleurs de la France. Bonjour à tous, je suis le sous-lieutenant Villain du Centre d'études stratégiques aérospatiales et je vais brièvement vous parler de l'histoire de l'armée de l'air qui se distingue par son esprit d'innovation, son audace, l'audace des aviateurs et le fait que ce soit une armée féminisée. Tel sera le fil rouge de cette présentation qui se fera à travers la narration de 4 anecdotes qui suivront la chronologie de l'histoire de l'armée de l'air. La première se déroule à la veille de la Grande Guerre, en 1913, à l'ère des pionniers, où l'aviation est considérée comme un sport. Et l'un d'eux, Adolphe Pégoud, qui est par ailleurs le premier aviateur à obtenir le titre d'as durant la Grande Guerre. Ce dernier, en 1913, décide de tester la fiabilité du parachute qui a été mis au point par l'inventeur Frédéric Bonnet. Et il va se passer un fait totalement inattendu, puisque lorsqu'il va sauter en parachute, son avion va réaliser un looping, et donc c'est un Blériot 11, et donc lui va décider, un mois plus tard, de réaliser le premier vol la tête à l'envers, ainsi que le premier looping de l'histoire de l'aviation, ce qui lui vaut une notoriété certaine, mais aussi ça montre que l'avion est capable de beaucoup de choses. Et il va également être le précurseur de la voltige et de tout cet imaginaire qu'on va retrouver ainsi dans les duels aériens, notamment lors de la Grande Guerre. La seconde anecdote concerne l'aviatrice Maryse Bastier, que vous voyez ici, qui a réalisé de nombreux records, dont notamment la traversée de l'Atlantique Sud en 1936, dont je vais vous parler un peu plus ici. Cette dernière vole à bord d'un caudron qu'elle va nommer en hommage à Jean Mermoz, qui est décédé quelques mois auparavant. Et cette traversée ne va pas se faire sans difficulté, puisqu'elle ne dispose que d'une boussole et d'une carte pour effectuer le trajet. Et elle doit affronter une météo particulièrement capricieuse, mais malgré tout, elle parvient à destination après 12 heures et 5 minutes de vol et pulvérise ainsi le record du monde. La troisième anecdote est relative à la prise d'indépendance de l'aéronautique militaire et à son affirmation suite à la création de l'armée de l'air que nous célébrons aujourd'hui, soit avec la loi du 2 juillet 1934 qui a été adoptée par le Parlement. Il s'agit du poignard, qui est une arme de parade symbolisant le commandement qui est porté par les officiers, les sous-officiers, et qui fait partie de l'identité de l'aviateur qui est très importante à l'époque dans les années 20 et 30. Au départ, la commission chargée de confectionner cette arme va présenter un sabre au ministre de l'Air, qui est à l'époque le général Denain, et ce dernier va stopper le projet et plutôt choisir le poignard d'inspiration polonaise, car celui-ci a été chef de mission en Pologne. Ainsi, le poignard est officiellement adopté par la circulaire du 20 juillet 1934. Le dernier récit a été relaté par le célèbre écrivain et aussi aviateur Romain Gary,
Rappelons qu'il a d'ailleurs été parrain de la dernière promotion des élèves de l'école de l'air, 2022 donc. Ce dernier a intégré les forces aériennes françaises libres et est rapidement affecté au groupe de bombardement Lorraine en sa qualité de navigateur bombardier et va vivre ce qu'il appelle une sortie un peu plus mouvementée que d'habitude en 1944. En effet, il se trouve à bord d'un bombardier qui va être touché par la DCA allemande et le pilote, Arnaud Langer, va être blessé aux yeux, le rendant aveugle. De plus, il se trouve dans une cabine qui est inaccessible pour tous les autres membres d'équipage, puisqu'elle est composée de plaques de blindage. Et Romain Gary, malgré qu'il soit blessé à l'abdomen, va réussir à guider le pilote et à ramener l'appareil sur le terrain. Et d'ailleurs, Romain Gary déclarera plus tard: ce fut la première fois dans l'histoire de la Royal Air Force qu'un pilote aux 3/4 aveugle parvint à ramener son appareil. Comme vous le voyez, ces anecdotes témoignent de trajectoires diversifiées et inédites d'aviateurs qui ont constamment repoussé leurs limites. Ces récits ne sont pas seulement des fragments de l'histoire, ils sont le reflet d'une institution qui a su innover et faire preuve d'audace. Je vous remercie de votre écoute. Mon colonel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, lieutenant, pour ces anecdotes précieuses qui nous permettent de prendre la mesure de la richesse de l'armée de l'air, qui n'est devenue d'ailleurs armée de l'air et de l'espace qu'en 2020, décision qui a fait suite à l'adoption de la stratégie spatiale de défense par la France. Pour revenir plus particulièrement sur ce 90e anniversaire, le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, a confié à une petite équipe le soin d'organiser différentes manifestations autour des thèmes de l'audace, de l'innovation et de notre patrimoine. Cela s'est traduit très concrètement à travers les différentes bases aériennes qui, je rappelle, constituent l'outil de combat de l'armée de l'air. Madame la directrice, vous avez parlé des 40 800 aviateurs, dont 24% de femmes, sur 24 emprises en hexagone, 14 plateformes aéronautiques majeures, 5 bases aériennes en outre-mer et 2 bases aériennes projetées. Alors tous ces moments, c'est finalement un moment de cohésion et de partage et de rencontre auprès des Français, plus particulièrement de la jeunesse qui constitue notre avenir. Ça s'est traduit par des courses sportives, des raids, des défis, le plus souvent en soutien à des associations qui prennent en charge nos blessés et les aviateurs en difficulté. Je pense plus particulièrement à la FOSA, à la Fondation des œuvres sociales de l'air, ou aux ailes brisées qui nous accompagnent depuis des années. Alors, point d'orgue des célébrations se tiendra effectivement aujourd'hui et demain un ensemble de manifestations dans Versailles. Alors, pourquoi Versailles? Effectivement, c'est un retour sur les terres de la naissance de l'armée de l'air, dans les pas des anciens. On a en 1922 l'école du génie de Versailles qui se voit confier la formation des officiers du personnel navigant de l'aéronautique. Une implantation qui aboutira finalement à la signature du décret le 2 juillet 1934 de création de l'armée de l'air. Et au sein de la petite écurie de Versailles s'installe l'école de l'air, donc qui rejoindra Salon de Provence qu'en 1937. Alors le programme de ces journées, un peu point d'orgue national, s'articule autour de 3 thèmes. Un thème en fait patrimoine et héritage. Là, on aura ce soir dans la petite écurie, au sein même dans l'endroit où est née l'armée de l'air, une cérémonie de présentation au drapeau des sous-officiers militaires du rang et un baptême de promotion de l'école de l'air. La cérémonie sera présidée par monsieur le ministre des Armées et la scénographie également, qui est remarquable, sera réalisée par Bruno Seyé. Je vous invite à la suivre en direct sur les réseaux sociaux de l'armée de l'air. Ensuite, dans un deuxième temps, on a choisi en fait d'effectuer des séminaires de réflexion et de prospective. Là, c'est au Palais des Congrès de Versailles, qui est ouvert au public aujourd'hui. Il va y avoir un forum de l'armée de l'air et de l'espace qui va contenir expositions, conférences, rencontres avec tous les ambassadeurs, pas trop de France, mais tous les aviateurs de manière générale, les astronautes qui nous font aussi le plaisir d'être ici, sur une thématique autour de l'aviateur de demain. Enfin, le lien entre l'armée de l'air et sa nation, la communion avec les Français, plus particulièrement la jeunesse,
se fait sur 2 jours au travers d'expositions sur l'esplanade de Paris, donc avenue de Paris à Versailles, avec un village armée de l'air et de l'espace expérience où vous pouvez découvrir AlphaJet de la Patrouille de France, de nombreux simulateurs pour découvrir finalement de manière assez ludique ce qu'est l'armée de l'air et l'espace, pour faire naître une passion. Je rappelle que nous avons 4000 postes à pourvoir dans plus de 50 métiers différents. Il y en a forcément un pour vous et je pense plus particulièrement aux jeunes qui sont dans le fond de la salle aujourd'hui. Vendredi soir, on terminera ces 2 jours de célébration avec les grandes eaux nocturnes au château de Versailles qui comprendront des démonstrations aériennes, un spectacle de drones pyrotechniques et les grandes eaux. Ça sera également retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Saint-Exupéry disait dans Pilote de guerre « Je n'existe qu'autant que m'abreuvent les fontaines de mes racines ». C'est aujourd'hui, fier de notre histoire, de nos anciens et confiant dans l'avenir, qu'on se projette avec l'armée de l'air d'aujourd'hui. L'objectif, vous l'avez rappelé, Madame la Directrice, c'est 2 missions structurantes, permanentes, la posture permanente de sûreté, la police du ciel, la dissuasion nucléaire, qui est, je le rappelle, une mission assurée sans interruption par les forces aériennes stratégiques depuis le 8 octobre 1964, mais nous aurons l'occasion plus tard d'y revenir. Des capacités d'intervention au service des intérêts français partout dans le monde, avec réactivité, allonge stratégique, et le lancement aujourd'hui même de la mission Pégase, qui s'envolera vers l'Alaska pour l'exercice Arctic Defender, qui verra la participation de nombreux avions de combat de dernière génération, la préparation pour la haute intensité. Alors pour revenir aux 90 ans, effectivement un anniversaire, c'est aussi un moment où nous partageons nos valeurs. Celles de l'aviateur sont le respect, l'intégrité, le sens du service et l'excellence. Alors comme un clin d'œil finalement aux initiales de ces valeurs et afin de vous donner un court aperçu de ce qu'est l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter en avant-première le film Rise qui a été réalisé en collaboration avec Éric Magnan, réserviste citoyen de l'armée de l'air et de l'espace et son équipe, sur une bande-son d'Augustin Salignan. Ce film rend hommage à l'engagement des aviatrices et des aviateurs au service des armes de la France. Je souhaite un bon anniversaire à tous les aviateurs, aux réservistes citoyens de l'armée de l'air, Madame la Directrice, et je vous laisse découvrir ce film. High above where the angels go, when the clouds fly low, beneath the boundless skies above, the lighted shadows glow. Adversity we face, united on earth and in Donc il sera disponible sur les réseaux sociaux dès demain matin. Je suis prêt à prendre des questions s'il y en a.
visiblement, le film a été convaincant. Ah, question. Très bien. Une question. Attends, 2 minutes. On a une question au fond. Il y a une question au fond, Monsieur Julien. Bonjour, j'ai une question du coup. Comment l'armée de l'air et de l'espace agit et travaille-t-elle dans l'espace? Alors, une petite heure. Aujourd'hui, la stratégie française, c'est la défense active. On est passé en quelques années finalement d'une armée de l'air qui était essentiellement qui utilisait l'espace pour des moyens de communication, donc des relais radio, d'observation avec les satellites. Et aujourd'hui, on sent en fait avec l'avènement du New Space, avec de très très nombreux lanceurs, qu'il va y avoir en fait un domaine de conflictualité qui va se tourner autour de l'espace. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable d'agir depuis l'espace, mais aussi dans l'espace vis-à-vis d'autres satellites pour aller les observer, pour aller les réparer, pour aller faire des actions de coercition. Et ce que nous cherchons à faire, nos compétiteurs, nos adversaires futurs, chercheront à le faire aussi. Donc la dynamique de l'armée de l'air est autour en fait, de cette défense active. Merci beaucoup pour la question. Monsieur Julien. Petit micro. Petite question simplement pour savoir, c'est une première pour l'armée de l'air et de l'espace de passer au-dessus du château de Versailles, de faire tous ces démonstrations aériennes que vont réaliser, comme vous le dites, nos ambassadeurs. Quelles ont été et quelles sont les principales difficultés, notamment environnementales, par rapport à toute l'agglomération de Versailles? Et en même temps, si c'est une première, il y a une autre première aussi qui va être le 14 juillet, où ça ne sera pas tout à fait le passage sur les Champs-Élysées, mais il y aura un virage sur la droite. Vous avez donc plusieurs fois préparé ce qui est pour vous une mission, je pense. Oui, tout à fait. La prise en compte de l'organisation de cet événement remonte à peu près il y a 1 an, lorsqu'on a pris les premiers contacts avec les équipes du château de Versailles. Ce n'est pas une première pour la patrouille de France de réaliser une démonstration complète au-dessus du château de Versailles, puisqu'il l'avait réalisé en 2022. En revanche, c'est une première où on a tout l'ensemble des ambassadeurs, y compris à une démonstration de Caracal, avec la présence des forces spéciales en grappe, puisqu'on souhaitait mettre en avant finalement toutes les capacités de l'armée de l'air. Sur la question d'environnement, ce sont des considérations qui ont effectivement été au cœur de la réflexion, en lien avec la mairie de Versailles, avec la préfecture de Versailles, avec les organisateurs de Versailles Spectacle, et sur lesquels on a mis en place en fait des mesures d'atténuation, notamment dans les démonstrations, pour pouvoir restreindre les démonstrations et qu'elles soient compatibles avec le respect des riverains. Effectivement, on attend beaucoup de monde au sein du château de Versailles. Et encore une fois, sur cette partie-là, on a accès, pour ceux qui n'auront pas la chance ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir des billets qui sont partis en quelques semaines, de suivre cette démonstration sur les réseaux sociaux. Merci, Monsieur Julien. Ah, une autre question. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez créé l'armée de l'air et de l'espace et non pas une nouvelle armée de l'espace. C'est une excellente question. C'est une réflexion qui a été effectivement très largement débattue. Pourquoi est-ce qu'on crée finalement une armée de l'air et de l'espace? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas en fait un domaine spatial, à l'image par exemple des États-Unis? C'est essentiellement la stratégie spatiale de défense qui a défini le cap. Et ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir finalement un continuum, et là je me retourne aussi avec le porte-parole de l'état-major des armées, on est en fait sur une continuité de la 3e dimension, c'est-à-dire du sol jusqu'à finalement l'infini. Et la 3e dimension était quand même avant tout l'apanage. Les experts de la 3e dimension étaient la plupart du temps parmi les aviateurs. Il y a aussi d'autres composantes, l'aéronavale, l'armée de terre également avec qui on travaille, mais dans la partie du centre de commandement, c'était essentiellement les aviateurs. Et au départ, c'était, pour répondre très rapidement à la question, au départ, c'était quelque chose qui était très interarmé, et ça reste en fait le cœur de l'espace, reste des opérations qui sont profondément interarmées.
En revanche, on a confié finalement à l'armée de l'air la gestion de la partie de préparation du futur, aussi bien les capacitaires, les satellites, les lanceurs, le centre de commandement. Donc on a confié à l'armée de l'air cette partie-là, mais les opérations sont bien en interarmée. Je vous remercie. Bonjour. Mon général. À quand les Chevaliers du Ciel V3? C'est dans 20 ans, mon général. Oh non, dans 10 ans. Dans 10 ans. Pour le centenaire. Merci beaucoup. Merci au lieutenant Colin Villain. Ah, pardon, on a encore une question. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je voulais savoir si on sera capable un jour de voler avec d'autres produits que ceux dérivés du pétrole. C'est alors, excellente question qui revient en fait finalement avec la question de l'environnement. On est engagé au titre de l'armée de l'air à avoir en fait une révolution. Alors déjà en tant que citoyen, j'ai envie de dire c'est une préoccupation qu'on a, que tous les aviateurs ont au quotidien, le respect de l'environnement et le respect en fait de pouvoir faire autre chose autrement. Aujourd'hui, très clairement, les moyens de propulsion ne sont pas prêts technologiquement en fait pour apporter en fait une réponse à un Rafale ou un avion de combat avec autre chose que du carburant. Pour autant, on ne reste pas inactif. Je prends par exemple un exemple. Aujourd'hui, sur la base de Salon de Provence, on a le drone Rapace, qui est un petit drone, mais qui a la particularité d'être avec une propulsion à pile à hydrogène. Donc on investit en fait dans cette technologie-là, justement pour pouvoir découvrir de nouveaux systèmes, en lien d'ailleurs avec les industries et en lien avec les préoccupations de l'aviation commerciale, puisque c'est énormément drivé également par l'aviation commerciale, pour aller vers de nouvelles technologies. Donc pour répondre à votre question, c'est pas pour demain, très clairement. En revanche, on est clairement en fait investi dans la recherche dans toutes ces technologies. Nous passons maintenant avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, au point sur les opérations françaises. Merci Madame la Directrice. Je complète la question sur la Space Force, sur le commandement dédié. En fait, comme le colonel Mallard vient de vous l'expliquer, on va dire la fonction spatiale dépend de l'armée de l'air, mais tout ce qui est opération, comme toutes les opérations des armées, passe sous le commandement du chef d'état-major des armées. Et donc il y a un commandement qui est dédié, qui s'appelle le commandement de l'espace, qui est évidemment raccroché à tout le monde des opérations, qui est rattaché organiquement à l'armée de l'air, mais dont finalement l'utilisation des satellites, la définition de la politique militaire spatiale, c'est bien un commandement de l'espace qui est dédié. OK ? Voilà. Et puis, je reprends la question du général Pellistrandi pour enchaîner sur les opérations, pour vous montrer que les Chevaliers du Ciel, c'est tous les jours, en fait. Alors, on commence et on va commencer assez uniquement aujourd'hui par le début de la mission Pégase, que vous avez pu suivre en direct sur nos réseaux ce matin, vers 9h, 9h30. Donc, les avions ont bien décollé. Et donc ce Pégase 24 est un déploiement opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace qui permet bien sûr d'aller à l'autre bout du monde, de montrer une capacité de projection de puissance. Ça remplit aussi une notion de préparation opérationnelle qui est très importante. C'est-à-dire que les équipages et les gens qui ont planifié cette mission s'entraînent et maintiennent leur capacité pour faire face à toutes les éventualités, et notamment en haute intensité. Et puis, évidemment, ça permet de valoriser les partenariats que nous entretenons dans la région stratégique de l'Indo-Pacifique. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est placée sous le signe de l'interopérabilité, et en particulier européenne. Nous avons donc nos partenaires allemands qui participent d'un côté, espagnols également, et puis britanniques de l'autre. Et donc c'est pour ça que je vais vous redétailler rapidement les 3 volets du 27 juin. Donc aujourd'hui au 15 août, il y a un premier déploiement
qui part vers l'ouest et qui s'appelle Pacific Skies, avec les alliés allemands et espagnols, et avec 3 exercices distincts. Le premier qui s'appelle Arctic Defender en Alaska, Pitch Black en Australie, et puis Tarang Shakti en Inde, ainsi que des escales techniques valorisées, Canada, Japon et Malaisie par exemple. Ensuite, du 6 au 10 juillet, là ça part vers l'est, dans le cadre de la composante aérienne franco-britannique SeaJef, la France et le Royaume-Uni effectueront une projection de puissance rapide sous le nom de Griffin Strike vers l'Australie grâce à des escales aux Émirats arabes unis et à Singapour. Et du 23 juillet au 8 août, les escales valorisées seront effectuées donc, sur le trajet retour dans plusieurs nations partenaires, Indonésie, Philippines, Singapour, j'en ai parlé, Qatar et Égypte. Ces escales font l'objet de rencontres de haut niveau sur des thématiques particulières, comme le spatial, les opérations multimilieux, multichamps, c'est-à-dire dans tous les domaines de la conflictualité, et également l'intervention et les secours au profit des populations. On continue, non pas dans l'Indo-Pacifique, mais dans la zone sud de l'océan Indien, avec, depuis le 10 juin, le détachement d'instruction opérationnelle du 2e RPIMA, avec une action de coopération au profit des forces armées zambiennes, avant le déploiement de ces forces armées zambiennes dans une opération de maintien de la paix. Et c'est un entraînement conjoint dans le domaine tactique ou du secourisme au combat. Depuis 2017, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien apportent ce partage de connaissances et de compétences, renforçant donc un partenariat entre la France et la Zambie. Par ailleurs, ces mêmes FASOI, donc forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, coopèrent avec les armées comoriennes. Et depuis le 23 juin, les militaires français et comoriens s'exercent au combat, au tir ou encore aux exercices de visite sur navires suspects. Ce sont des séquences de coopération opérationnelle et qui illustrent l'engagement des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien auprès de leurs partenaires pour la sûreté régionale. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, j'attire l'attention sur des actions au quotidien pour la population et notamment des évacuations sanitaires que les armées réalisent sur des points soit éloignés, soit dans des conditions particulières comme la nuit, sur sollicitation du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Donc ce sont des missions d'assistance et de secours à la population. Dans la zone des forces armées en Polynésie française, après sa participation à l'exercice Valiant Shield au sein du CSG, donc Carrier Strike Group, le groupe aéronaval 9, la FREMM Bretagne, la frégate multimission Bretagne, poursuit son déploiement. Elle aura fait une escale à Guam et elle mène désormais une séquence de coopération avec la frégate japonaise Aguro. La Bretagne et le Aguro naviguent de conserve avant de participer à l'exercice maritime majeur qui s'appelle RIMPAC 24. Cet engagement conjoint illustre le haut niveau d'interopérabilité entre les marines françaises et japonaises, partenaires dans le Pacifique. Et de son côté, un autre bateau, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le BSAOM Bougainville, poursuit son déploiement au profit de la mission Aquarius, et cette mission s'effectue au service de la Forum Fisheries Agency, donc de l'action pour le droit des pêches. Lors de celle-ci, le Bougainville s'est rendu dans l'archipel des îles Phoenix, qui dépendent des Kiribati, où il a mené des interactions avec la population locale. La mission Aquarius illustre l'engagement durable et résolu de la France en faveur des ressources, de la protection des ressources dans le Pacifique Sud. On revient en Europe. Voilà. De la Baltique à la Méditerranée, les armées françaises poursuivent leurs actions en coopération avec nos alliés au profit de la défense du flanc est de l'Europe. Vous avez pu suivre depuis maintenant plus d'une semaine la 53e édition de l'exercice Baltops, en mer Baltique, comme son nom ne l'indique pas, et avec la participation d'un porte-hélicoptère amphibie, le Mistral, avec une semaine d'exercice amphibie, dans le cadre d'un exercice particulier qui s'appelait Viking Strike, aux côtés des forces suédoises et finlandaises. Déployé à partir du PHA, donc Mistral, à l'aide d'engins de débarquement CB-90 suédois,
les unités françaises ont reconnu, renseigné puis sécurisé la plage de débarquement, permettant ensuite l'engagement du bataillon suédois, soutenu par les hélicoptères qui sont embarqués sur le porte-hélicoptère amphibie, évidemment. Par ailleurs, le bâtiment base des plongeurs démineurs de l'Atlantique, le Styx, et son détachement de plongeurs démineurs ont participé au traitement de mines dérivantes par largage de plongeurs depuis un hélicoptère, ce qui a constitué un temps fort de cet exercice Baltops 24 dans le domaine de la guerre des mines. Baltops 24 a permis de démontrer l'interopérabilité des nations de l'Alliance, en particulier avec l'allié suédois qui a rejoint l'Alliance début 2024, comme vous le savez, ainsi que la complémentarité des moyens dans tous les domaines, de la conduite des opérations à la planification des opérations complexes en environnement interallié. Et en parallèle de Baltops 24, les forces armées suédoises et françaises ont conduit les 19 et 20 juin un exercice de projection de force de haut du spectre qui s'appelle Belenos 24. Un détachement a été ainsi aéroporté depuis la France et aérolargué avec son équipement par un avion C-130 à proximité du porte-hélicoptère amphibie Mistral au large de la Suède. Appuyé par un avion de patrouille maritime Atlantique 2, le détachement a ensuite conduit un raid nautique pour rejoindre la Terre et neutraliser un objectif ennemi simulé, bien sûr, appuyé par les forces armées suédoises. C'est un partage de capacités rares et d'expertise très pointue qui démontre la pleine interopérabilité avec ce nouveau membre de l'OTAN et qui s'inscrit dans la continuité des coopérations historiques avec ce partenaire de premier ordre en Baltique. Enfin, en Roumanie, depuis le 26 juin, le peloton de reconnaissance et d'investigation du bataillon multinational de la mission Aigle mène des activités de franchissement de coupures humides avec des sapeurs roumains. En gros, ils traversent des cours d'eau. Ces exercices complexes nécessitent une parfaite connaissance mutuelle entre alliés, imposant donc des entraînements conjoints réguliers pour avoir les mêmes procédures. En Méditerranée orientale, depuis le 28 avril, la frégate de type Lafayette déployée dans la zone a conduit plusieurs activités de coopération, notamment avec les armées chypriotes, et engagée avec l'Atlantique 2, positionnée à la sud, en Crète. La frégate contribue directement à l'appréciation autonome de la situation dans la région. En mer Rouge, depuis le 19 février, une frégate française est déployée en continu au sein de l'opération européenne Aspides, et le 14 juin, elle a ainsi participé à l'opération de sauvetage de l'équipage du MV Tutor, touché par un drone de combat Houthi le 12 juin. Le 18 juin, la frégate a détruit un drone de combat lancé depuis le Yémen vers des navires de commerce dans le détroit de Bab el-Mandeb. Enfin, le 20 juin, la frégate a effectué un ravitaillement à la mer avec le navire de la marine néerlandaise Karel Doorman, qui est le navire amiral de l'opération européenne Aspides. La coopération entre les navires d'Aspides permet également de contribuer à maintenir leur pleine capacité opérationnelle et pour durer à la mer au profit de la protection du commerce maritime. Et cette frégate patrouille désormais du côté du détroit d'Ormuz, dans cette même logique d'engagement de la France au profit de la sûreté maritime régionale. Donc un continuum de sécurité de Suez à Ormuz. Sur terre et dans les airs, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont continué d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre Daesh. Du 10 au 16 juin, ils ont effectué 20 sorties aériennes pour un total de 79 heures de vol, des vols qui s'effectuent, comme vous le savez, dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, la défense et la surveillance de l'espace aérien, de la prise d'alerte pour de l'appui-feu au profit de troupes au sol, de partenaires, et de reconnaissance menée au Moyen-Orient au profit de la coalition. Du côté du Liban, le 19 et 20 juin, un détachement de l'escadron de reconnaissance de la Force Commander Reserve de la FINUL, donc la force des Nations Unies, force intérimaire des Nations Unies au Liban, s'est entraîné aux côtés des forces armées libanaises. Et donc, c'est le régiment des forces armées libanaises était le 5e régiment d'intervention. Et ce type d'entraînement conjoint est réalisé de manière régulière avec les différentes unités des forces armées libanaises affectées dans le secteur du Sud-Liban. Ces activités permettent aux casques bleus français de la FCR
et aux soldats libanais de renforcer leur compréhension mutuelle et de capacité à agir conjointement. Sur le continent américain, pour les forces armées en Guyane, le 20 juin, un exercice majeur simulant la chronologie de lancement de la première fusée Ariane 6 a été réalisé à Kourou, ce lancement qui va être réalisé pour de vrai dans pas très longtemps, incluant un compte à rebours complet qui s'est arrêté à quelques secondes avant la mise à feu et le décollage. Cette répétition a permis aux équipes d'améliorer et d'affiner le système de lancement. Mais pour les armées, ce qui surtout, c'est que nous avons profité de cette répétition générale dans les conditions réelles pour mettre en place le dispositif de protection qui s'appelle Titan. Et au sol, donc c'est au sol, sur les mers et dans les airs. Au sol, c'est 150 légionnaires et artilleurs de défense solaire du 3e régiment étranger d'infanterie qui sont déployés dans la zone protégée. Tandis que dans les airs, la protection est assurée par les aéronefs Puma et Fennec de l'armée de l'air et de l'espace, renseignés en permanence par les aviateurs contrôleurs du centre de contrôle militaire. Et sur mer, il y a une vedette côtière de surveillance maritime, la Charente, avec des marins à bord, qui, eux, assurent la protection des approches maritimes du centre spatial durant ces essais. Et donc ce dispositif va être reconduit pour le tir d'Ariane 6, le tir réel d'Ariane 6. Enfin, pour le groupe Jeanne d'Arc, c'est-à-dire les 2 bateaux qui emmènent notamment à bord des officiers de l'école navale. Ils étaient aux États-Unis. Ils continuent donc l'exercice franco-américain Chesapeake 24 et ils sont désormais en escale opérationnelle à Norfolk. Maintenant, il reprend sa patrouille vers Saint-Pierre-et-Miquelon avant de débuter sa transatlantique retour vers l'Hexagone. Sur son transit, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et la frégate de type Lafayette Guéprat, donc ces 2 bâtiments constituant le groupe Jeanne d'Arc, ont effectué un ravitaillement à la mer simultané avec le ravitailleur américain USNS Harvey Milk, démontrant l'interopérabilité entre les 2 marines alliées. Nous vous souhaitons une excellente après-midi et nous vous donnons rendez-vous pour le point presse de la semaine prochaine qui aura lieu donc jeudi 4 juillet à 11h. Merci et très bonne fin de semaine à tous.